Les enfants, où voulez-vous partir en voyage ? Au Cambodge, en Grèce, en Italie, au Kenya, au Japon ou au Pérou ? Avec En Voyageux, les enfants et toute la famille explorent le monde en s'amusant autour de multiples activités ludiques et éducatives. Des créations fabriquées en France à découvrir sur envoyageux.com. En Voyageux, envoyageux.com. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes ? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 211e numéro de Que faire des mômes. C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Même si la France traite globalement bien ses 15 millions d'enfants de moins de 18 ans, elle peut mieux faire, indique le COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. En tout cas, s'il y a un endroit où on fait tout ce qu'on peut pour eux, c'est dans Que faire des mômes. D'ailleurs, j'ai une émission à présenter et un beau programme pour eux. Voici le sommaire. Cette semaine, je vous parlerai du jeu de société Les Taxis de la Marne. Côté film, coup de projecteur sur Lego Star Wars, joyeuse fête. Je vous présenterai ma sélection livres. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Angélique Agnès pour son blog mamanecureuil.com. Maïva Sanchez, chef de projet événementiel chez Startup for Kids, pour l'événement Startup for Kids qui aura lieu du 21 au 23 novembre. Et enfin, Bruno Bézard, fondateur président de l'association Un espoir pour un sourire d'enfant, une association dont le but est de permettre aux enfants malades ou à handicap visible et invisible ou à pathologie médicale lourde de pouvoir améliorer leur quotidien et leur lieu de vie. Vu la situation sanitaire, l'agenda sorti de Que faire des mômes se transforme en agenda jeu de société. Pour cette première, le choix de Que faire des mômes s'est porté sur le jeu Les Taxis de la Marne de Cocktail Game. Que faire des mômes ? Tout d'abord, une description du jeu. Les 6 et 7 septembre 1914, lors de la première bataille de la Marne, 600 taxis parisiens réquisitionnés sur l'ordre du général Gallieni se rassemblent aux Invalides. L'objectif de cette manœuvre militaire inédite est d'envoyer rapidement en renfort les 4000 hommes d'une brigade d'infanterie. Dans le jeu Les Taxis de la Marne, les joueurs représentent des lieutenants en charge de la logistique qui coopèrent pour embarquer les soldats et organiser les convois. Les Taxis de la Marne est un jeu coopératif, tout le monde est dans le même camp. Alors épaulez-vous pour optimiser vos choix, vous avez une grande responsabilité, relevez le défi sans céder à la pression des taxis qui s'accumulent. Alors l'avis de Que faire des mômes sur ce jeu, c'est un jeu avec une prise en main simple et rapide, donc idéal pour les familles avec des enfants d'âge différents. C'est un jeu coopératif historique où tout le monde doit s'activer. C'est une mécanique simple et facile à appréhender et qui oblige les joueurs à travailler ensemble pour la victoire. Alors, prêt à partager un moment d'histoire en famille avec Les Taxis de la Marne. Les Taxis de la Marne, un jeu à partir de 10 ans, de 1 à 5 joueurs, de Jérémy Kaplan et illustré par Vincent Dutré, un jeu de Cocktail Game. À présent, c'est votre rubrique film. Que faire des mômes ? Cette semaine, confinement oblige, je vous parle du film d'animation Lego Star Wars, joyeuse fête, disponible sur la plateforme de streaming Disney+, un film d'animation américain de Ken Cunningham. Lego Star Wars, joyeuse fête réunit Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et les droïdes autour d'un joyeux festin destiné à commémorer le jour de la vie.
L'intrigue qui se déroule après les événements décrits dans Star Wars, l'ascension de Skywalker montre comment Rey se prépare pour ce jour de fête. Accompagnée de BB-8, elle se lance dans une nouvelle aventure afin de mieux comprendre la Force. Dans un mystérieux temple de Jedi, elle glisse dans une faille spatio-temporelle qui lui fait revivre les moments les plus emblématiques des 9 films de la saga Skywalker. Elle y retrouve Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan et bien d'autres célèbres personnages animés de plus ou moins bonnes intentions. Rentrera-t-elle à temps pour participer avec ses amis au jour de la vie et découvrir le sens profond de l'esprit des fêtes de fin d'année? Retrouvez les héros de Star Wars dans l'univers Lego en famille sur Disney+. Il est temps à présent donc faire des mômes de vous dévoiler ma sélection livre. Que faire des mômes? Jean-Pierre Kerloche pour les textes et Caroline Dess pour les illustrations vous proposent un sublime album pour les enfants à partir de 4 ans, Hansel et Gretel. Vos mômes pourront y découvrir le célèbre conte des frères Grimm comme ils ne l'ont jamais lu. Hansel et Gretel sont abandonnés dans la forêt par leur père et leur méchante belle-mère qui n'ont plus de quoi les nourrir. Perdus, affamés et désespérés, les deux enfants découvrent alors une maison en pain d'épices au milieu des bois. Je vous en dis pas plus et je vous invite à vous procurer ce magnifique livre Hansel et Gretel aux éditions Glénat Jeunesse. Magnifiques, ils le sont justement. Voici 3 livres d'art pour les enfants chez Azan Jeunesse. Nicolas Martin nous propose l'aventure de l'art moderne de Monet à Picasso, en passant par Van Gogh, Matisse ou encore Gauguin. Cet ouvrage permet aux jeunes lecteurs de découvrir les principaux chefs-d'œuvre de la période faste de l'art occidental. Le deuxième ouvrage sur l'art que j'ai sélectionné, c'est En chemin avec Matisse. En chemin avec est une série d'ouvrages qui propose de partir à la découverte des plus grands artistes de manière simple, accessible et évocatrice. Dans cet ouvrage, les enfants s'émerveilleront devant les peintures, les sculptures, les vitraux, gouaches et papier découpés de l'œuvre riche et multiple de Matisse. Et de la même collection, je vous propose de découvrir En chemin avec Arcimboldo. Les enfants seront embarqués dans le pays merveilleux et presque surréaliste d'Arcimboldo en découvrant à travers cet ouvrage des drôles de trognes composés de fruits, de légumes, de fleurs ou encore d'animaux. Et pour terminer, pour les tout petits, je vous propose un livre pour un moment de douceur entre parents et enfants, Mon gros doudou, un imagier en tissu présenté dans une jolie boîte. Il est doux et épais comme un doudou à câliner. Ce livre moelleux à emporter partout est illustré d'une façon moderne et plein de tendresse par Francesca Ferri. Léo, un chaton, permettra au fil des pages à bébé de se familiariser avec le vocabulaire et pourra ainsi faire peu à peu le lien entre les mots et leur représentation en images. Mon gros doudou, un imagier aux éditions 4 Fleuves. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent ma première invitée, Angélique Agnès, pour son blog mamanécureuil.com. Bonjour Angélique Agnès. Bonjour. Alors vous êtes niçoise, maman d'un enfant de 4 ans et demi, THPI, qui est en CP, et vous partagez votre vie de maman sur votre blog mamanécureuil.com ainsi que sur Instagram. Avant de parler de votre blog et de votre compte Instagram, qu'est-ce que c'est qu'un enfant THPI ? Alors, un enfant THPI, c'est un enfant à très haut potentiel. En fait, à haut potentiel, c'est à partir de 130 QI. Et à partir de 145, c'est à très haut potentiel. Donc, voilà, je ne présente pas du tout cela comme pour me vanter sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est justement pour aussi montrer que c'est des enfants avec des profils particuliers. Et il y a aussi beaucoup de difficultés, que ce soit d'ordre social, émotionnel, et c'est bon aussi de pouvoir partager avec des personnes qui connaissent la même chose, parce qu'on est un peu perdu quand on a des enfants un peu différents, et du coup c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Comment vit-on au quotidien avec un enfant à très haut potentiel intellectuel ? Eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas facile tous les jours. Ouais. C'est même très compliqué. Comme nous disait la psy de notre enfant, c'est des enfants qui ont une énergie qui est vraiment très vive, qui prennent pour 3 enfants au lieu de 1. C'est des enfants qui très vite nous ont bluffés. Enfin, je vois mon fils, il a fait son premier mot à 3 mois, il a marché à 10 mois. À 1 an, il parlait, il faisait des phrases. Quand il est arrivé en petite section, ça a été une descente aux enfers, ouais. Où il a été très malheureux, où il a fait une très grosse dépression, où il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il faisait des crises énormes.
on n'a plus reconnu notre petit garçon. On a été obligé d'aller l'amener chez un psychiatre parce qu'on ne savait, enfin un psychologue parce qu'on ne savait plus comment le gérer. Et il lui a fait faire des tests et du coup il a changé de classe en cours d'année. Alors il a été beaucoup mieux très vite avec son changement de classe parce qu'il était dans un niveau qui lui correspondait beaucoup mieux. Mais du coup il a été dans une difficulté sociale puisqu'il a été dans une difficulté de s'intégrer puisque les enfants l'ont vite montré du doigt parce qu'il n'avait pas le même âge, parce qu'il était arrivé dans leur classe en cours d'année. Et c'est aussi des enfants qui sont dans une hypersensibilité très folle, donc ils prennent tout à cœur et c'est pas évident. Comment ça se passe aujourd'hui à l'école avec ses camarades? Ça se passe mieux. Étrangement, depuis qu'il est rentré en CP, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il est plus à sa place au primaire qu'en maternelle. Après, comme me disait son institutrice, il est à sa place aujourd'hui. Il ne sera peut-être pas à sa place l'année prochaine. Donc, c'est au jour le jour, un pas après l'autre pour ajuster. Alors, on a beaucoup de chance parce que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, mais ils ont été très bienveillants vis-à-vis de sa différence. Quel que soit l'enseignant, la directrice, tout le monde a été vraiment au top, mais j'ai des discours de parents qui sont pas du tout pareils avec leurs enfants dans leurs écoles. On arrive aussi encore à des moments où il y a des instituteurs qui ne veulent pas entendre parler de la différence, quelle que ce soit dans du plus ou dans du moins. Malheureusement, l'éducation nationale est faite pour une norme et quand on sort de la norme, que ce soit dans le moins ou dans le plus, c'est toujours compliqué. Donc voilà, on a de la chance pour le moment, on est tombé sur des instituteurs et des institutrices très bienveillants, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Angélique Agnès, on va parler maintenant de votre blog Maman Écureuil. Que peuvent y découvrir vos lecteurs et quelles sont les rubriques? Alors, je partage énormément d'activités qu'on fait à la maison. Parce que c'est aussi des enfants qui ont besoin de faire beaucoup de choses. Donc on est beaucoup sur des activités manuelles. On fait aussi beaucoup de lectures à la maison. Oui. Donc je partage aussi nos littératures, enfin tous les livres qu'on trouve au quotidien. Et après je fais aussi des supports pédagogiques quelquefois que je partage en téléchargement libre pour mes abonnés. Comment est née cette idée de blog? C'est venu très simplement. Avant, je tenais un blog de cuisine avant d'être maman. J'aime beaucoup partager, écrire. Et puis, en fait, quand je suis devenue maman, j'ai plus le temps de cuisiner autant que je le faisais avant. Et du coup, j'ai envie de faire mes petits blablas de maman, tout simplement. Alors, tous les mercredis, vous mettez en avant un parent Instagrammeur autour de 6 questions-réponses sur votre blog. Oui. Quel style de questions vous posez? Alors, ça dépend du profil de la personne qui est mise en avant. Alors, c'est souvent des comptes qui me ressemblent, des comptes que j'apprécie. Donc, il y a beaucoup de comptes sur la littérature jeunesse, sur les activités. Il y a aussi des comptes IEF. Alors, moi, je ne fais pas du tout d'IEF. Mon enfant est scolarisé, mais c'est aussi des mamans qui, du coup, partagent énormément d'activités et des idées à faire à la maison. Et c'est vrai que par exemple, quand on était en confinement, c'était bien pratique de trouver ce genre de compte pour se trouver des inspirations. Donc ça dépend. C'est toujours, il y a 2 questions qui reviennent toujours, c'est la présentation et la dernière question, c'est quels sont tes comptes chouchous. Et au milieu, les autres questions, c'est c'est vraiment adapté au compte que j'interroge. Vous avez une réponse insolite de quelqu'un, d'un invité? Non, pas vraiment, mais je sais que par exemple cette semaine je vais mettre en avant une maman qui fait justement de l'IEF et on a parlé de cette annonce d'Emmanuel Macron puisque le 6 décembre il va y avoir peut-être une loi qui va être votée pour l'arrêt de l'IEF pour les enfants qui n'ont pas de problèmes médicaux. Ouais. Donc du coup comme elle est en plein IEF avec ses enfants, ça a été l'occasion aussi de parler de cette actualité sur le blog. C'est quand on travaille à la maison, c'est ça qu'on fait travailler les enfants à la maison. C'est l'IEF, oui, voilà. C'est ça? IEF, c'est instruction en famille. Très bien. Angélique Agnès, vous avez été animatrice radio pendant 14 ans. Vous avez notamment travaillé au Move, puis à Europe 2, passé à Virgin Radio, où vous teniez le programme local de la Côte d'Azur. Ça vous manque pas, la radio? Si, ouais. Énormément. Bon, après, j'ai pris le choix d'arrêter la radio parce que comme mon fils est arrivé à l'école, de finir à 20h, donc du coup, rentrer chez moi à 20h30,
Et arrivé quand il était couché, c'était pas vraiment une vie de maman que j'avais envie. Tant qu'il était pas scolarisé, je restais avec lui toute la matinée, je le déposais chez la nourrice à midi. Donc ça va, j'avais du temps avec lui. Puis ensuite, quand il arrive à l'école, le poser à 8h20 à l'école et revenir à la maison quand il est couché, c'est pas vraiment ce que j'avais envie pour ma vie de maman. J'avais pas envie de me réveiller un jour en me disant que je suis passée à côté de mon fils. Être maman, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée dans ma vie. Et ça doit être ma passion, la radio. Je me dis que voilà, il va grandir et puis voilà, peut-être qu'un jour j'y retournerai. Maman Écureuil est aussi présent sur Instagram. Vous postez régulièrement sur Instagram ? Tous les jours, une fois par jour, je suis présente du coup sur Instagram. Je poste aussi en story. Après, je travaille aussi pour le journal La Strada, qui est le journal culturel de la Côte d'Azur, des Alpes-Maritimes, donc du Var et de Monaco. Donc, on est diffusé à 35 000 exemplaires tous les 15 jours. Bon là, pour jusqu'à décembre, pour l'instant, on est mensuel à cause du Covid. Et du coup, j'écris aussi en tant que maman écureuil aussi dans le journal La Strada. Très bien. Angélique Agnès, j'invite en tout cas tous nos auditeurs à vous suivre sur Instagram et à découvrir votre blog mamanécureuil.com. Merci Angélique Agnès. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Donc, Que faire des mômes, je reçois à présent Maïva Sanchez. Bonjour Maïva Sanchez. Bonjour Eric. Alors, vous êtes chef de projet événementiel chez Startup for Kids. Alors, du 21 au 23 novembre prochain se déroulera l'événement Startup for Kids. Vous proposerez ainsi 3 jours pour découvrir et expérimenter les innovations de demain. Un événement un peu particulier cette année compte tenu de la crise sanitaire due au coronavirus. Que va-t-il se passer lors de ces 3 jours et quel sera le programme ? Tout à fait. Alors, on a dû réadapter le programme suite à la situation sanitaire et on va proposer un événement 100% numérique cette année. Les familles pourront s'inscrire pour participer à des ateliers en ligne faits sur la plateforme Zoom. L'idée, ça va être d'avoir quelque chose de très interactif, que les enfants puissent échanger avec les startups et continuer à découvrir les innovations pédagogiques et technologiques malgré la situation actuelle. Alors, j'ai vu que dans la programmation, il y a également un grand hackathon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon ? Alors, un hackathon, c'est une session de créativité qu'on organise en règle générale sur une journée. Là, le format va être un peu modifié compte tenu de la situation. On le fera sur une demi-journée. Et en fait, les enfants sont invités à réfléchir sur les problématiques du futur. Donc, on peut par exemple leur proposer de réfléchir à quoi ressembleront nos villes en 2040, à quoi vont ressembler les transports en 2040. L'idée, en fait, c'est qu'ils soient par équipe et qui réfléchissent grâce à une méthodologie que nous avons inventée en 2015. Alors, Maïva Sanchez, c'est un événement à la fois ludique, pédagogique et innovant également. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment, au-delà de découvrir les innovations pédagogiques et technologiques, que les enfants apprennent un peu à manipuler toutes ces nouvelles technologies et surtout qu'ils apprennent à s'en servir pour faire des choses utiles et pour apprendre, et pas seulement du coup pour se divertir et pour jouer. On prône vraiment une bonne utilisation des écrans, une utilisation bien évidemment surveillée aussi par les parents, et l'idée c'est vraiment d'utiliser la technologie pour faire le bien commun et qu'ils prennent conscience qu'il y a aussi des dangers avec ces technologies et ces innovations et qu'il est nécessaire de s'acculturer pour les utiliser au mieux. Alors, est-ce que l'événement aura lieu également cette année au cœur du 42, l'école de programmation ? Alors non, malheureusement, vu la situation sanitaire, on ne fera pas d'événement en présentiel, mais on proposera quand même des ateliers de programmation aux enfants, d'initiation à la programmation. Ce sera des ateliers courts de 30 minutes par groupe de 7. Donc les enfants pourront quand même découvrir cet aspect-là directement depuis chez eux. Alors, il faut préciser que l'événement est gratuit, ouvert aux jeunes curieux de 6 à 15 ans, leurs familles ainsi qu'aux professionnels du monde de l'éducation. Tout à fait. L'événement est gratuit. On invite du coup les parents, les grands-parents, les enfants à participer à l'événement. Et effectivement, on a aussi tout un volet dédié aux professionnels de l'éducation. Ça va être un peu plus compliqué cette année avec la situation sanitaire, mais on est quand même en train de préenregistrer des podcasts sur des thématiques actuelles, notamment aussi sur la thématique du confinement, quels outils utiliser, comment s'en sortir pendant cette période. Et les professionnels pourront y accéder directement via nos réseaux,
la semaine de l'événement et les semaines suivantes. Alors pour les auditeurs qui vous découvrirez aujourd'hui, quelques mots sur Startup for Kids. Qu'est-ce que c'est ? Alors Startup for Kids, c'est une entreprise qui a été créée en 2015 maintenant. Aujourd'hui, on a accueilli plus de 20 000 enfants et autant d'adultes sur nos événements. L'idée, c'est de faire explorer un monde d'innovation aux enfants pour qu'ils puissent imaginer le meilleur des futurs. Donc on s'adresse principalement aux enfants de 6 à 15 ans sur des événements qui durent en règle générale 3 jours et qui nous permettent d'acculturer entre 3 000 et 4 000 visiteurs par événement. On a aussi développé toute une programmation pour les adolescents avec nos événements Startup for Teens. Là, ça s'adresse à une tranche d'âge plus haute, donc les 12-20 ans. Et là, l'idée, c'est vraiment leur faire développer un peu toutes leurs compétences, leur savoir-être, leur faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité auxquels ils pensent pas forcément en fait à leur âge et auxquels ils n'ont pas forcément accès dans leur cercle familial. Alors lors de cet événement, tous sont conviés à explorer un monde d'innovation pour imaginer le meilleur des futurs. Mais Eva Sanchez, comment voyez-vous le futur chez Startup for Kids ? Alors nous, chez Startup for Kids, notre objectif, c'est de continuer à culturer un maximum de monde, de toucher un maximum de public, notamment les jeunes filles, mais aussi les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc, ce qu'on aimerait là sur les années à venir, c'est continuer à s'étendre dans les régions, parce qu'on était pour le moment principalement implanté à Paris. On commence là à aller vers d'autres régions. On a par exemple fait Toulouse, Strasbourg, Lille, et on voudrait continuer à s'étendre sur le territoire et à proposer toujours plus d'événements innovants pour ces publics qui n'ont pas forcément accès à la technologie et à ces initiatives en règle générale. Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage, comment peuvent-ils vous contacter ? Comment on peut vous trouver sur Internet également ? Oui, tout à fait. Donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Il suffit de taper Startup for Kids pour nous retrouver. Et pour retrouver toutes les informations, on peut aller directement sur le site internet startupforkids.fr. Très bien. Maëva Sanchez, avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, on espère que malgré la situation actuelle, les enfants et les adolescents continueront d'être toujours aussi curieux envers toutes ces innovations et ces technologies et qui pourront continuer d'accéder à ces initiatives depuis la maison. Et on espère les retrouver en présentiel à partir de mars 2021 si la situation sanitaire le permet. Très bien. Maëva Sanchez, je rappelle que vous êtes chef de projet événementiel chez Startup for Kids et que vous proposez du 21 au 23 novembre l'événement Startup for Kids, 3 jours pour découvrir et expérimenter les innovations de demain. Merci Maëva Sanchez. Merci Eric. Que faire des mômes continue, je reçois à présent Bruno Bézard. Bonjour Bruno Bézard. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondateur président de l'association Un Espoir pour un sourire d'enfant, une association dont le but est de permettre aux enfants malades ou à handicap visible et invisible ou à pathologie médicale lourde de pouvoir améliorer leur quotidien et leur lieu de vie. Alors comment est née cette association ? Donc cette association est née le 3 novembre 2018 sur le département du Loiret. L'association est partie et a toujours un établissement secondaire sur le département du Loiret, mais nous sommes également sur le département de l'Allier où se trouve le siège actuellement, sur le Puy-de-Dôme, sur la Nièvre, sur la Seine-et-Marne, sur les Ardennes, Alsace, Lorraine également. L'association est en train de s'étoffer et de grandir au fur et à mesure. Alors cette association a été créée d'une part parce que Frédéric, le cofondateur, est lui-même handicapé, que les enfants c'est quelque chose qui nous touche, que nous pouvons être confrontés aujourd'hui à tout type d'handicap et de maladies à tout âge, enfants, adultes, que nous-mêmes avons été enfants et que du coup les enfants c'est quelque chose qui nous touche. Tout le monde peut être confronté, comme je le disais précédemment, à l'handicap ou à la maladie. Un enfant atteint d'un cancer, ça arrive comme ça sans le vouloir. Un enfant handicapé sur différents handicaps, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'handicap visibles et invisibles, ça peut arriver à n'importe qui. Et nous-mêmes ayant été enfants, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Bien sûr. Alors l'association est également présente pour accompagner les familles sur la partie administrative, notamment pour remplir les dossiers MDPH. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dossier MDPH ? Alors, les dossiers MDPH, c'est un dossier qui est pas très sympathique à remplir pour les familles, qui est des fois très très compliqué, où des fois il y a des refus, les familles ne sont pas forcément bien renseignées le pourquoi du comment de ce refus. Ces dossiers permettent de donner, en fait, d'allouer ou de l'argent pour acheter du matériel médical ou paramédical pour les enfants, ou d'avoir des personnes qui viennent garder les enfants pendant que les parents travaillent.
Et cela est fait en amont. Il faut 6 mois d'attente avant d'avoir une réponse. Ah oui. Donc c'est très très long. Quand il y a des refus, du coup les parents, on leur explique pas trop pourquoi il y a du refus. Donc nous on est là pour justement faire le tampon entre les familles et la MDPH pour expliquer le pourquoi du comment et réaccompagner les familles sur les dossiers MDPH de façon à ce que le dossier puisse passer derrière. Alors Bruno Bézard, l'association permet aussi de réaliser les rêves d'enfants atteints de grosses pathologies médicales. Hein. Exactement, tout à fait. Alors comme exemple, nous avons Nathan qui lui est handicapé et est en fauteuil médical. Son rêve, en fait, c'était de pouvoir rencontrer des pompiers. Alors, rien de sensationnel, si ce n'est que c'est fantastique de rencontrer les pompiers. Mais là, quand vous permettez de réaliser ce rêve à un enfant, que vous voyez le sourire de l'enfant, mais des parents qui l'accompagnent également, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse avoir sur un rêve. Oui, Nathan qui a fait une hémorragie cérébrale à la naissance. Hein. Exactement, tout à fait, oui, Eric, tout à fait. Oui. Alors, pour cela, vous avez une cagnotte Litchi qui est mise en route également. Alors, on a une cagnotte Litchi, effectivement, car comme tout le monde le sait, suite au Covid-19, nous, on fait beaucoup de choses. On fait des animations Père Noël, des animations mascottes, des anniversaires à domicile pour les enfants. Alors, en l'occurrence, sur les régions où se trouvent donc nos sièges, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, ça nous permet d'avoir de rentrée d'argent. Sauf que là, avec le Covid, on en passe tous par là, et que du coup, toutes nos prestations qui étaient prévues pour novembre-décembre, elles nous sont refusées suite à la crise sanitaire. Donc, pas de rentrée d'argent. Donc, ça devient très, très, très compliqué pour nous parce qu'acheter du matériel médical ou paramédical, ça coûte extrêmement cher. Donc, nous sommes en recherche également de partenaires, de mécènes, de sponsors qui pourraient nous aider à mettre à bien toutes nos actions pour pouvoir aider tous ces enfants et sur de la réalisation de rêves d'enfants et sur l'achat de matériel paramédical également pour des enfants qui en ont besoin. Alors, je voudrais revenir à Nathan. Quel âge a Nathan aujourd'hui ? Nathan, il a 16 ans. Oui. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu comment s'est passée cette rencontre avec les pompiers pour lui. Alors, nous, on n'a pas pu voir la rencontre qui s'est faite avec les pompiers. C'est la maman qui a fait des photos et qui nous a raconté un petit peu tout ça. Nathan, en fait, est sur le département de l'Alsace. Oui. Sur lequel on a un établissement secondaire qui s'y trouve, et du coup on a contacté donc les pompiers de Sarreguemines qui ont accepté volontiers, qui nous ont répondu oui tout de suite pour permettre à Nathan de réaliser son rêve. Nathan est monté dans les bras du pompier à la grande échelle. Il a fait un tour de camion des pompiers et Nathan était ravi. La maman nous a dit que le petit ne voulait plus partir de la caserne, il voulait rester là-bas. Je comprends. Alors, vous avez notamment participé aux frais de trajet pour l'opération d'un adolescent également. Hein ? Oui, tout à fait. Donc, nous-mêmes, au sein de notre association, on a une section junior. Et dans notre section junior, on a également des enfants atteints d'un handicap. Et oui, tout à fait, Eric, notre junior avait besoin d'être opéré au niveau de l'auditif. Et du coup, on a permis à cet enfant de pouvoir aller se faire opérer pour pouvoir réentendre à peu près correctement. Si on souhaite vous aider, par quel moyen peut-on le faire ? Eh bien, déjà, nous avons des pages Facebook. Nous avons une page Un espoir pour un sourire d'enfant allié sur lequel c'est géré par moi-même, sur lequel nous sommes très, très réceptifs et on répond de suite. Ou tout simplement sur la page Un espoir pour un sourire d'enfant tout court, ça c'est le Loiret, ou Un espoir pour un sourire d'enfant Puy-de-Dôme. Très bien, en tout cas, c'est noté, on a noté tout ça. Je vous remercie Bruno Bézard, merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie beaucoup Eric de votre gentillesse. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, bye bye.